Bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler pour ce deuxième podcast des outils de connaissance de soi, de l'usage qui me semble qu'on en fait et que j'en ai fait aussi, et des pièges dans lesquels on peut tomber très facilement. Quand je parle d'outils de connaissance de soi, je ne les connais pas tous et ceux que j'ai toujours utilisés de manière privilégiée, vous le savez peut-être, c'est le MBTI, l'énéagramme et maintenant le Human Design. J'ai découvert le MBTI d'abord dans le cadre de ma carrière dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines, on va utiliser des outils de connaissance de soi et de développement personnel plutôt à des fins de connaissance de l'autre pour limiter les risques, notamment dans le recrutement de personnel. Et on va aussi utiliser ces outils pour accompagner au développement de compétences. Donc, ce n'est pas tellement du développement personnel au sens où on va encourager les gens à se sentir bien et à se connaître, mais il faut être honnête au crédit de l'entreprise pour que l'entreprise évolue harmonieusement et qu'elle fasse du profit. Voilà. Alors, le MBTI, c'est un outil, je ne vais pas tout réexpliquer, ce n'est pas le propos de ce podcast, mais c'est un outil qui est basé sur la typologie de Jung et bien sûr qu'il est super cet outil, bien sûr qu'il est précieux sur ce chemin de connaissance de soi. Mais le danger pour ce test, comme pour tous les autres, est de s'y identifier et de se priver d'une amplitude d'expérience alors que notre existence, elle est vouée à l'exploration. Et on est bien plus que ces tests, on est bien plus que les résultats aux tests qu'on passe. Et d'ailleurs, la passation des tests est elle aussi très importante parce que si vous passez un test en ligne, bien, il y a forcément des biais. Et même quelqu'un de certifié, même s'il va probablement restreindre la marge d'erreur, peut se tromper. On est toujours dans de l'humain. Donc, il faut aussi prendre beaucoup de précautions par rapport à ces résultats. Et si vous avez des doutes, laissez le champ tout à fait ouvert et ne vous obligez pas absolument à vous positionner dans un cadre ou dans un autre au risque de vous enfermer là aussi. Alors le MBTI, donc c'était le premier outil que j'ai rencontré. Ça m'a permis de me découvrir INFP. Et les INFP, peut-être que vous le savez, ce sont des personnalités plus introverties, plus intuitives, guidées plus par leur sensibilité, qui sont plus dans l'impro et qui sont plus idéalistes peut-être que d'autres profils. Mais INFP, c'est aussi le risque quand on s'identifie à cette typologie, c'est qu'on peut rester justement dans le fantasme, on peut rester dans le fait dans cette croyance qu'on est plutôt destiné à être dans une certaine profondeur, à être moins dans l'action, à être plus dans la créativité, mais éthéré, à être moins dans le pragmatisme, etc. Et moi, je me suis longtemps identifiée à ça parce que je trouvais que c'était un profil finalement assez romantique et j'aimais bien cette image que ça me renvoyait de moi. Sauf que je me suis rendu compte que ça me maintenait dans une position plutôt de passivité et ça m'empêchait de me voir comme potentiellement très efficace, potentiellement assertive, potentiellement pragmatique. Et donc, je me reconnais, je me retrouve toujours dans ce profil-là, mais je refuse de m'y restreindre. Et c'est pareil pour l'énéagramme qui est arrivé un petit peu plus tard sur mon chemin, l'énéagramme, qui est cet outil qui permet de découvrir nos motivations et nos peurs inconscientes. Et on a 9 types différents, 9 bases différentes, avec voilà, beaucoup de possibilités d'évolution, je trouve, davantage en fait que dans le MBTI déjà. Et voilà, moi je suis 4 et le 4 marche bien avec l'INFP en fait. Hein. Le 4, c'est justement un profil plutôt romantique qui est de nouveau un peu dans cette mélancolie, qui va parfois cultiver de manière artificielle parce qu'il se sent vivre à travers son état émotionnel. Et j'ai réalisé il y a un petit moment déjà que les émotions étaient évidemment très très présentes chez moi, mais qu'elles n'étaient pas forcément bonnes conseillères et que surtout le fait de les cultiver, elles peuvent être bonnes messagères parce que le corps est le véhicule justement de ces énergies qui circulent en nous et puis il nous donne des signaux extrêmement utiles pour notre évolution. Mais le fait de se voir comme romantique, de se dire ah mais oui, je suis créative surtout quand j'ai des états émotionnels intenses, a fortiori quand je vais pas bien, je suis encore plus inspirante peut-être. Voilà, c'est les idées que j'avais à mon sujet. Et là aussi,
je n'ai pas envie de me restreindre à ça. Et l'énéagramme peut nous maintenir dans une vision assez segmentée de qui nous sommes. Et nous ne sommes pas nos émotions. Comme nous ne sommes pas notre mental, l'analytique, nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes ça aussi, mais bien plus que ça. En fait, nous sommes nos pensées, nos émotions, parce que ce sont des outils, là aussi, les pensées, les émotions, pour nous aider à naviguer dans cette existence incarnée. Mais nous sommes immensément plus que ça. Nous sommes notre conscience, nous sommes ce que certains appellent l'âme, le je suis, la source, l'univers. Nous sommes des dieux incarnés. Et je sais que parfois ça dérange certaines personnes qu'on le dise, mais c'est pourtant la réalité. Et on oublie dès lors toute l'amplitude d'expérience et de possibilités que cette vie nous offre. C'est un peu le propos de ce podcast aujourd'hui, c'est de faire très attention à ne pas vous laisser enfermer par des outils qui ont été créés par quelqu'un d'autre que vous, et que vous pouvez toujours questionner, toujours remettre en question pour votre plus grand bien. C'est pareil pour le human design. Alors là aussi, je sais que j'arrive avec des considérations un peu surprenantes pour quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup le human design en avant depuis un certain temps maintenant. Mais c'est pareil dans le human design. Si on est générateur et que donc dans notre stratégie de, de vivre notre vie, on est censé répondre à la vie, et donc qu'on devrait s'interdire de faire certaines choses parce qu'on ne répond pas à notre stratégie, eh bien, le fait de se laisser vivre, d'écouter son instinct, sa petite voix, c'est toujours la clé. Donc même si voilà, on est générateur, ou on est générateur manifesteur, on est projecteur, et que donc on est censé davantage attendre l'occasion pour vivre vraiment. D'abord, il faut continuer à vivre, même si la proposition tant attendue n'est pas encore là. Mais si notre pulsion intérieure, notre instinct, notre petite voix, notre conscience nous chuchote quelque chose, nous dit quand même de prendre cette action, nous dit quand même d'initier quelque chose, nous dit quand même de créer quelque chose dans l'instant, écoutons-nous. Le Human Design, comme tout autre outil, n'est pas là pour nous contraindre et pour appliquer pour nous quelque chose de dogmatique. C'est vraiment important d'utiliser tous ces outils comme des grilles de lecture, comme des paires de lunettes qu'on peut chausser à notre guise, dont on peut changer à notre guise. Et chaque fois qu'on essaie de réduire, de restreindre notre immense puissance à des grilles de lecture qui sont toujours des lectures mentales, eh bien, on va passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé à travers tous ces outils. Pourquoi? Parce que si vous avez vu ma petite vidéo sur le centre G ouvert, j'ai toujours été, depuis petite, dans une quête d'identité, dans une quête de sens, une quête que je réalise aujourd'hui qui est complètement illusoire, puisque le sens de la vie, c'est d'être soi maintenant, tout de suite, dans l'instant, et être soi, c'est écouter à chaque instant sa conscience. Alors, je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie. Et ces outils m'ont été utiles parce que ça m'a permis de me rassurer un moment, de me comprendre à certains niveaux, de comprendre mieux mes interactions avec les autres, de m'émanciper, de commencer à m'émanciper doucement aussi de certaines personnes, de certaines situations, de certains jobs. Mais ça a toujours correspondu à une étape bien définie et délimitée dans le temps. Et même si j'utilise quand même encore régulièrement ces outils comme l'énéagramme et le MBTI, euh, eh bien, je reste extrêmement prudente, et puis je vérifie que ça parle à l'autre. Et ce qui est important, c'est la validation de l'autre personne. Si ça ne parle pas à la personne, ou si ça l'enferme, ou si ça ne la soutient pas, je pense vraiment qu'il est beaucoup plus utile de ne pas se tenir à des méthodes, à des outils qui pourraient faire finalement plus de tort que de bien. Je trouve que tout ce qui est plus connexion à sa conscience, c'est-à-dire tous les outils du type méditation, du type hypnose, du type libération
par des soins sonores, etc. Les soins, même la musique, le chant, les petits rituels de psychomagie, etc., sont presque plus efficaces parce que le mental ne peut plus interférer. Alors, il faut faire très attention en tant qu'accompagnant, thérapeute, guide, coach, etc., de ne pas faire de projection de sa propre lecture et puis à ne pas induire quoi que ce soit dans l'hypnose qui ne soit pas juste pour l'autre. Mais je pense vraiment que c'est cette approche d'accompagnement à la reconnexion à soi par n'importe quel biais dans l'instant qui va être plus efficace que des grilles de lecture qui restent toujours des grilles extrêmement mentalisées, extrêmement analytiques, extrêmement intellectuelles. Et on voit bien, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que notre mental est en train de bugger de plus en plus. Moi, je suis littéralement pour le moment télécommandée par une part de moi qui prend toute la place et qui déstabilise très très fort mon mental, déstabilise très très fort mes émotions. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'impose à moi et je sais, pour en avoir discuté avec d'autres personnes, que je ne suis pas la seule. Et je pense qu'il va y avoir une obsolescence naturelle de tous ces outils. Je pense que le human design est extrêmement précieux quand on en fait bon usage et un usage d'abord corporel. C'est quelque chose qui s'expérimente dans le corps, dans le véhicule corporel. Et je pense que c'est un outil qui va nous être utile certainement dans cette transition qu'on est en train de vivre jusqu'à 2027, 2030 peut-être, mais je suis convaincue qu'il va y avoir là aussi une progressive obsolescence. Donc, faites attention à l'usage que vous faites de ces outils, faites attention à la manière dont on les utilise avec vous quand vous vous faites accompagner. Écoutez-vous toujours et quand vous vous sentez étriqué, quand vous vous sentez interdit de faire quelque chose par un outil qui serait devenu un dogme ou qu'on vous aurait présenté comme un dogme absolu, méfiez-vous très fort, écoutez-vous toujours, c'est toujours vous qui savez mieux. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire d'erreur, mais si c'est vous qui savez mieux qu'à cet instant vous devez prendre cette action, c'est que cette action va être riche d'enseignements pour vous, même si ça passe par quelque chose que votre humain n'aime pas, c'est-à-dire des émotions désagréables, c'est-à-dire des pertes, c'est-à-dire des blessures, des souffrances. Dites-vous bien que ça fait partie aussi du chemin d'expérience et que si vous l'avez choisi, si c'est quelque chose qui vous a appelé à un moment donné, c'est que peut-être qu'il y avait quelque chose à découvrir là qui sert malgré tout, au-delà de tout, votre objectif le plus grandiose. Et vous le comprendrez après. On comprend toujours tout après. Au moment où on le vit, on est submergé, on est déconfit, on se dit mais c'est pas ça du tout que j'avais commandé. C'est pour ça que la loi de l'attraction et la manifestation sont limitées. C'est parce que vous allez recueillir ce dont vous avez besoin, mais pas forcément ce dont vous avez envie au travers de votre cerveau. Ce sont peut-être des concepts que vous savez déjà, mais je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler. Et vous verrez, vous avez vu plutôt, parce que ce podcast va être publié la semaine du 25. Vous avez peut-être vu mon post de dimanche où je vous disais que vous êtes la porte, mais vous êtes aussi la clé. Et aucun thérapeute, aucun coach, aucun outil ne sera miraculeux pour vous. C'est vous le miracle, en réalité. Donc rappelez-vous que vous êtes le miracle et que c'est la confiance et la foi et la ferveur que vous allez déployer pour cette conscience que vous êtes qui va vous aider à comprendre le sens de votre existence et puis surtout à la vivre et à en jouir au maximum, puisqu'en fait, c'est tout ce que vous êtes invité à faire, c'est jouir de l'expérience et arrêtez de vous poser 36 000 questions et de chercher à l'extérieur de vous et les clés dont vous êtes vous-même détenteur. À bientôt.